Alors, t'as trouvé ton job idéal ? J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire ? Dans le Joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin. C'est un métier aussi qu'on fait avec passion. On a envie vraiment d'apporter quelque chose à l'entreprise dans laquelle on travaille et surtout aux personnes à qui on donne des formations et on organise ces formations-là. Concrètement, le cœur de notre métier, c'est de s'assurer que les gens se sentent bien dans l'entreprise et contribuent à une performance collective tout en quelque part en participant à leur bien-être individuel. Je vais développer certaines compétences parce que ces compétences-là vont m'aider à atteindre mes objectifs business. C'est un métier qui rend heureux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marion Armango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier de responsable learning et development au microscope. Le monde de l'entreprise évolue à toute vitesse depuis quelques années, entre la révolution numérique qui bouscule les métiers, l'avènement du télétravail, l'ère des indépendants ou encore les slashers, les professionnels aux multiples casquettes. Il y a de quoi donner le tournis aux représentants des RH, mais aussi aux actifs. Pour rester attractive et anticiper l'évolution des métiers en fonction des besoins, les entreprises font appel aux responsables learning et development. Ils définissent et pilotent la politique de développement des salariés en lien avec les objectifs stratégiques et ils créent aussi les plans ou les programmes de formation sur mesure pour assurer la montée en compétences de chacun. Toujours en veille, respectueux du cadre réglementaire et attentifs aux coûts, ces professionnels sont des piliers au sein d'une équipe RH. Ils interviennent à la fois sur des sujets de fidélisation des équipes en leur proposant des plans de formation liés à leur évolution et ils garantissent aussi aux entreprises de développer et de conserver leurs compétences nécessaires à leurs activités. Alors à quoi ressemble cette fonction au croisement entre le monde des ressources humaines, celui de la formation et de la gestion de projet ? On en parle avec Leïla Iresh, Learning et Development Manager chez eVoyageurs SNCF, Clément Papin, Talent Development dans le cabinet Ernst & Young et Carla Murano, Learning Manager chez Mano Mano. Bonjour. Bonjour. Prêt à décrypter votre métier pour nos auditeurs ? Avec plaisir. Oui. Et bien c'est parti. Alors Carla, toi tu travailles chez Mano Mano. Est-ce que déjà tu peux nous présenter cette entreprise et puis nous expliquer en quelques mots ce que tu y fais ? Oui, donc Mano Mano, c'est les leaders européens des bricolages, jardinage et maisons en ligne. Elle a été créée en 2013. Nous sommes présents aujourd'hui dans 6 pays européens et nous sommes 900 manos et manas au sein de notre entreprise. Moi, aujourd'hui, je suis Learning Manager et je suis en charge de toute la partie pilotage du process, de la politique et du catalogue des formations chez Mano Mano. Leïla, toi tu travailles chez eVoyageurs SNCF. Est-ce que tu peux nous présenter cette filiale de la SNCF et nous dire aussi en quelques mots quel y est ton rôle ? eVoyageurs SNCF est une filiale privée donc, du groupe SNCF qui a pour cœur de métier de construire des solutions digitales à destination des clients. On s'appuie notamment sur des marques commerciales, la plus connue étant bien sûr Oui SNCF, SNCF Connect aujourd'hui, Rail Europe et l'assistant SNCF. Concrètement, on crée des solutions pour que les billets de la SNCF puissent être vendus. Au cœur de cette entreprise, mon objectif est d'assurer le développement et le maintien d'un bon niveau de compétences pour les collaborateurs en travaillant sur une politique de formation, de création de parcours et de programmes attractifs. L'entreprise compte aujourd'hui 1200 collaborateurs répartis entre Paris, Nantes et Lille, avec une majorité en fait de profils techniques, donc des métiers relativement nouveaux autour du digital, de la tech et du marketing. Et enfin Clément, toi tu travailles chez EY. Est-ce que tu peux nous présenter ce cabinet et nous dire quel est ton poste ? Oui, avec plaisir. C'est un cabinet de conseil en audit financier qui est présent vraiment dans le monde entier. Il fait partie de ce qu'on appelle les Big Four. Donc c'est les 4 grands cabinets de conseil et en termes d'audit financier qui existent dans le monde. Donc moi je travaille à Luxembourg. À EY Luxembourg, on est 1700 employés. Et puis je m'occupe de la partie donc, développement de compétences en tant que Talent Development Manager. Pour donner quelques précisions en fait sur aussi les différentes practices, unités de business qu'on a au niveau de EY Luxembourg, on en a 5 qui sont le consulting, l'assurance, tax et strategy and transactions. Il y en a 4 qui sont des clients, qui sont orientés clients et qui proposent en fait des prestations de conseil sur les 4 dimensions que j'ai citées. Puis on a donc une 5e practice qui est la practice
CBS, Core Business Services, qui sont les fonctions support, à savoir ressources humaines, marketing, finance, etc., qui accompagnent en fait la stratégie de l'entreprise. Donc, moi, je fais partie de cette practice-là. J'occupe le poste donc, de Talent Development Manager et je m'occupe bien sûr de développement des compétences de nos collaborateurs en proposant des formations, que ce soit techniques ou ce qu'on appelle comportementales, soft skills. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Avant toute chose, je vous propose qu'on situe votre métier dans le paysage des métiers RH. On a même pu constater dès la présentation que vous n'avez pas les mêmes appellations, qu'il y a plein de branches et de spécificités. Qu'est-ce qui s'y colle ? À EY, et je pense que globalement dans chaque entreprise qu'on a, on a 4 grands pôles ressources humaines. Donc on a la partie recrutement qui vraiment est là pour attirer les talents et les recruter bien sûr. On a une partie Benefits and Compensation qui s'occupe vraiment de tout ce qui est de la paye, des avantages en nature pour les employés. Je grossis les traits. Il y a la partie HR Business Partner qui est ce qu'on a tendance à qualifier de plus généraliste et peut-être un peu plus de RH de proximité en français, qui s'occupe là vraiment de la relation avec le business. Comment mieux accompagner le business sur l'aspect RH. Et puis on a la partie learning qui est, ou développement des compétences maintenant, de plus en plus on le voit, qui est vraiment là pour permettre donc, l'accompagnement et au développement des compétences des collaborateurs. Et bien sûr, on a une stratégie globale RH et tous les pôles sont reliés et vont dans la même direction afin de contribuer donc, à cette stratégie. Mais moi, je dirais qu'en fait, chez Mano Mano, c'est organisé un peu différemment parce qu'en fait, nous avons au sein des ressources humaines 2 pôles qui sont les pôles HR et les pôles culture et responsabilité. Et aujourd'hui, le département Learning and Development, il fait partie du pôle culture et responsabilité. Donc, c'est un pôle en fait où on va retrouver tous des métiers qui sont assez transversales et qui sont au service du département HR. Et donc, c'est pour ça qu'à son intérieur, on va retrouver donc toute la partie learning, développement des compétences, développement et animation de certaines communautés. Donc, c'est un peu différent que dans des autres boîtes. Mais chez nous, c'est vraiment pour donner cette vision des transversalités de ces métiers au service des autres. Avant toute chose, est-ce qu'on peut définir ce que c'est qu'un programme, ces fameux programmes que vous mettez en place ? Qu'est-ce que c'est et comment est-ce que vous vous y prenez pour comprendre quels sont les besoins et créer ces programmes ? Leïla ? Alors la première question à se poser en fait, c'est quel est le besoin opérationnel ? À quoi on a besoin de répondre ? Est-ce qu'on a besoin de répondre à un développement de compétences pour accompagner un projet stratégique ? Est-ce qu'on a besoin de transformer complètement les compétences d'une population spécifique de métier ? Donc cette première phase qui est vraiment en fait la phase d'étude projet et de définition du besoin, on l'a fait en général en transverse avec une partie des managers qui vont être concernés, donc une partie des managers de la population, des opérationnels dont le métier va être amené à se transformer ou à évoluer. Et une fois qu'on a défini quel est le besoin opérationnel, le cœur de l'activité du Learning and Development Manager, c'est de traduire ce besoin opérationnel en programme de formation. Et un programme de formation, ça se construit avec des objectifs pédagogiques. C'est-à-dire que si je décide que j'ai envie de publier un livre, c'est mon objectif opérationnel, eh bien, il va falloir que je maîtrise quelques compétences. Il va falloir que je maîtrise les règles de français, il va falloir que je connaisse un peu le monde de l'édition. Et donc tous ces domaines-là, qui sont en fait des compétences qu'on va devoir maîtriser, on les liste et une fois qu'on les a listés, on a donc une ébauche de programme de formation et il va rester donc la dernière étape qui va être de définir les modalités. Les modalités, c'est une logique un peu budgétaire quelque part et de bon sens qui est de se dire qu'en fonction de la population, du nombre de personnes concernées, on va soit construire une formation entièrement en interne, construire un programme en blended learning, donc avec un mix de présentiel et de digital, ou alors aller acheter quelque chose en externe. Et donc, c'est toute cette chaîne-là, en fait, du recueil du besoin qui doit vraiment être fait de manière très transversale et en lien avec le terrain, parce que tout programme, pour être efficace, doit être lié à un besoin opérationnel. Tout ce process on prend un besoin, on le transforme en objectif de formation, en objectif pédagogique, on choisit les modalités et ensuite il y a bien sûr tout le déroulé, la mise en œuvre avec toujours en tête cet objectif qualité puisque le succès en fait du programme de formation va être mesuré à l'atteinte de l'objectif opérationnel et à la satisfaction des collaborateurs.
Très clair. Et comment est-ce que vous financez tout ce process et les formations que vous allez proposer, soit, si j'ai bien compris, en vous appuyant sur des compétences internes qui vont devenir un peu formateurs, que vous allez, je suppose, un peu accompagner pour qu'ils puissent faire un transfert de compétences un petit peu vers d'autres personnes, d'autres services, ou aller choisir quelqu'un d'extérieur pour une formation. Comment est-ce que vous financez tout ça? Vous avez un budget à vous pour tous ces programmes? Oui, totalement. En fait, chez Mano Mano, on fait notre préparation des budgets d'habitude en fin de l'année pour prévoir un budget spécifique pour l'année d'après, pour pouvoir réaliser soit les développements des compétences qu'on va déterminer à l'avance, soit pour pouvoir bien évidemment financer des projets comme Leïla disait tout à l'heure. Après, les choix effectivement entre l'animer en interne ou l'animer en externe, c'est aussi les types d'impact qu'on veut à l'interne de notre société. Par exemple, nous, chez Mano Mano, l'année dernière, on a décidé justement de développer un programme animé en interne pour qu'on puisse avoir plus d'impact qui est reçu par les salariés. Parce que en fait, on sait toujours que dans l'apprentissage, si c'est un père, quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui travaille dans notre entreprise, ça a beaucoup plus d'impact. Ah oui, ça c'est une règle, on Le vous modèle l'apprend. 70-20-10. Absolument. 70-20-10, expliquez-moi. C'est qu'en fait, c'est vraiment l'effet que les méthodes d'apprentissage qui marchent le plus, donc les 70%, c'est comment en fait on apprend des choses. La majorité des fois, c'est sous les terrains, en échangeant avec notre père, avec l'effet de pouvoir échanger, collaborer avec les autres. C'est vraiment sous les terrains qu'on apprend la majorité de nos compétences. Ouais. C'est pas tout simplement en suivant La théorie d'un cours magistral. C'est sous les terrains. Ça paraît logique. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'impact s'il y a une animation interne avec des gens qu'on connaît, qui connaissent l'enjeu. Et c'est quoi les 70 Alors, c'était... 70-20-10, c'est en fait donc de ce qu'on apprend et de ce qu'on retient, il y a 70% qui vient de l'expérientiel, donc des éléments qu'on va avoir avec les pairs, des moments qu'on va partager en interne. 20%. C'est les 20% que je m'appelle. Sur la partie coaching, c'est plus un coaching que tu as. Moi, je prends par exemple l'exemple d'EY. On a ce qu'on s'appelle aussi des counselors qui sont là en fait pour conseiller, pour apporter des feedbacks sur ce qu'en font les personnes. Voilà. Et donc, c'est cette partie coaching, accompagnement, qui correspond aux 20%. Ok. Et 10% de connaissances purement théoriques. Théorique, exactement. Donc tous les programmes de formation théorique, au final, on va en retenir que 10%. Que 10%. Ok, de prime abord, même si vous étudiez chaque cas et chaque demande, vous allez quand même privilégier tout ce qui va se passer en interne, de très concret, appuyer sur des exemples et de l'expérience. S'il y a un gros enjeu au niveau de l'entreprise, bien sûr, c'est la chose à privilégier. Juste pour finir sur cette partie en ce qui te concerne chez Mano Mano, Carla, est-ce que tu auras un exemple de ce que tu as pu mettre en place chez Mano Mano récemment, très concret? Tout à fait. En fait, l'année dernière, on a lancé un projet qui s'appelait le projet Feedback. En fait, on avait besoin d'accompagner nos managers, pas tout simplement pour l'effet de donner et recevoir un feedback comme on fait avec les échanges avec les salariés, mais tout simplement également pour un enjeu des recrutements, parce qu'on fait des feedbacks quand on reçoit des candidats chez nous. Il y a aussi les feedbacks utilisés comme moyen d'optimisation de la performance, parce qu'on dit de façon transparente à nos salariés si les choses elles vont bien ou elles ne vont pas. Donc en fait, il fallait vraiment accompagner les managers dans ce type d'outils. Et donc on a décidé de faire appel à un prestataire externe qui nous a aidés à concevoir vraiment les contenus de la formation avec les aides, les remontées des besoins de la part du terrain, des talent dev, etc. Et ensuite, nous avons formé 14 leaders en interne pour qu'ils puissent donner cette formation à tous les managers de la société. Et toi, comment est-ce que ça se passe, Clément? Il me semble que tu as mis pas mal de programmes en place récemment. Oui, et je rajouterais un point aussi en Oui. fonction de la préparation du budget et aussi notamment des traîneurs qu'on utilise, traîneurs facilitateurs, en interne ou en externe. Moi, dans ma boîte, à EY Luxembourg, on a tout un système de formation qui est organisé au niveau mondial. Et c'est même organisé par région. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu trop complexe. On pourrait en parler pendant 1 heure. Mais en gros, ce qu'il y a, c'est qu'on bénéficie en fait d'un catalogue de formation au niveau global qu'on peut ensuite décliner au niveau local. Et donc après, on peut se reposer bien sûr sur nos facilitateurs, nos formateurs internes. Donc ce qu'il y a, c'est que ça dépend vraiment, à mon avis, des entreprises, des réseaux qui sont en place quand on met en place en fait les programmes de formation. Pour revenir à ta question sur les programmes de formation, à EY Luxembourg, on a vraiment une volonté d'axer de plus en plus aussi sur ce que j'appelle les soft skills. Oui, j'allais y tout à l'heure. venir parce que tu as bien différencié la partie technique des soft skills. Oui.
Ce qu'il y a, c'est que chez nous, c'est très différencié. Auparavant, on a vraiment un catalogue de formation technique qui est très fourni pour nos auditeurs, pour nos consultants, pour nos personnes en taxe. Et il est vrai qu'on s'est rendu compte que sur la partie plus soft skills, qui sont les compétences qui sont les plus importantes à un certain stade quand même dans ta carrière, c'est ça qui fera la différence si tu veux arriver à un certain niveau. On manquait un peu de substance sur cette partie soft skills. Donc les gens étaient opérationnels, avaient des compétences techniques, mais il leur manquait des compétences de manager. C'est ça, c'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est que quand on arrive à des rangs de manager, senior manager, et quand on veut devenir éventuellement associé dans une entreprise, un directeur, ce qui va faire la différence entre des personnes, bien sûr, c'est qu'il va y avoir l'expertise qu'on peut avoir, mais ça va être aussi la manière dont je suis capable de gérer une équipe, de communiquer efficacement sur ma partie feedback. Donc tous ces aspects-là, ça peut être aussi sur des aspects de négociation, gestion des conflits, gestion des émotions, l'influence. Vous avez des exemples. Vous êtes lancé le leadership, la capacité qu'on a à emmener les personnes, à les convaincre de nous suivre. C'est une soft skills et qu'est-ce qu'elle est importante sur les positions managériales. Et du coup, ça veut dire que vous suivez tous les programmes que vous mettez en place ? Vous devez être bien brut, vous maîtrisez parfaitement tous les outils. On n'a pas le temps on n'a malheureusement pas le temps de toutes les suivre. Par contre, ce qui est certain, c'est que quand on implémente des nouvelles solutions, parce qu'on est tout le temps en train de faire de la veille, en train de chercher des nouveaux produits, des nouvelles façons de faire, on les teste. On les teste parce qu'on a aussi une sensibilité. On essaie de les tester aussi avec quelques managers opérationnels pour avoir des regards croisés sur des solutions. Mais on n'a pas le temps de tout suivre dans l'absolu. Aussi parce que sur certains contenus, je ne suis pas sûre que mon expertise sur une formation React, par exemple, serait très efficace. Une formation quoi ? C'est un langage informatique. Et typiquement, j'adorerais suivre une formation là-dessus, mais j'aurais aucun retour à donner sur le contenu. C'est pas faux. Il faut bien sélectionner ces informateurs quand ils vont suivre les formations, de nous remonter. Et sur des aspects plus soft skills, on a la possibilité de plus participer, mais sur une formation plus technique, oui, c'est compliqué. Moi, par exemple, tu vois, j'ai mis en place un nouveau programme qui s'appelle un Career Booster Programme. Donc, c'est pour mieux accompagner 4 populations qu'on a, Senior 3, Manager 1, Manager 2, Manager 3, dans leur rôle de manager. Parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose à creuser derrière. Donc, on a mis en place un programme pour chacun de ces rangs. Donc, c'est 15 heures de formation tout au long de l'année sous forme de workshop avec des prestataires externes. Donc, moi, je participe actuellement, en fait, même. Ça me permet de voir aussi ce qui est fait. Je le fais aussi parce que ça me sert. Soyons honnêtes. Hein. Pourquoi parce pas. qu'on gère aussi une équipe. Je gère aussi une équipe. Donc, ce qu'il y a, c'est que j'en ai besoin aussi de ce genre de formation. Et ça permet de tester aussi les prestataires qu'on utilise. Surtout que c'est la première année qu'on le met en place. De voir si ça répond aux besoins réels de nos employés et d'adapter, même en temps et en heure, ce qu'on souhaite réaliser avec nos employés sur ce type de formation-là. Leïla, est-ce que toi, c'est différent ton poste chez e-Voyageurs et SNCF ? Il y a quelques points communs, mais il y a aussi quelques différences et c'est aussi lié à l'étape et au cycle de vie d'où en est l'entreprise. Ce qui y a de commun, c'est effectivement tout cet aspect de création de programmes, d'optimisation budgétaire. J'ai entendu aussi donc de la part de Clément tout ce besoin sur l'accompagnement managériel. C'est aussi devenu un enjeu assez clé aujourd'hui dans le rôle de Learning and Development Manager, de pouvoir proposer des programmes pour cette population qui est vraiment très stratégique dans l'entreprise. Après, ce qui est sans doute un peu différent, c'est les modalités qu'on va choisir de mettre en place et c'est l'équilibre entre ces modalités. Typiquement, nous, l'interne est aussi un moyen de transmettre des informations et de transmettre des connaissances. C'est pour autant un moyen qu'on n'a pas beaucoup exploité parce qu'on a mis du temps en fait à y venir et on sait que c'est un enjeu de réussir à le généraliser encore plus que ça l'a été ces dernières années. Oui, c'est toi qui nous as sorti la règle magique et pourtant c'est chez toi que ça se passe le moins en interne. Parce que ça n'a commencé que quand je suis arrivée. Et où est-ce que vous avez appris votre métier ? Vous avez quel parcours les uns les autres ? Moi, en fait, je suis arrivée un peu par hasard sur ces métiers. Peut-être chez vous, c'est pareil. Moi, j'ai commencé mes études dans les droits. Donc, j'étais avocate, ensuite juriste d'entreprise. Et c'est quand je suis arrivée chez Mano Mano que j'ai commencé à travailler dans les ressources humaines, plutôt sur toute la partie vraiment administration du personnel. À l'époque, on n'était pas beaucoup quand je suis arrivée, donc on était un peu des couteaux suisses.
Et après, en fait, on a eu les besoins de créer toute la politique et la stratégie des formations. Il n'y avait personne et moi, j'avais déjà fait de la gestion de projet, ça m'est passionné. Et donc, ils m'ont proposé les postes et depuis 3 ans, aujourd'hui, je travaille là-dedans. Et les autres, vous avez une formation spécifique ? Pas du tout. Je me présente toujours comme étant une RH par accident. J'ai commencé en fait en faisant de la communication, donc rien à voir du tout. Je travaillais sur le fait de transmettre des messages sur les réseaux sociaux et à travers de l'écriture web pour différentes entreprises. Et en fait, j'ai travaillé ensuite à la création de contenus de formation sur les métiers de la communication et autres. J'ai rejoint un centre de formation, d'abord sur un rôle de développement commercial et communication. Au bout de quelques mois, en fait, j'ai fait une bascule pour construire des programmes, pour répondre à des appels d'offres et gérer du multiprojet. Après avoir géré beaucoup de projets, donc mes clients en fait étaient des responsables, à l'époque des responsables formation ou des RRH ou des DRH. Et en fait, après ce passage-là multiprojet, j'ai rejoint du coup une entreprise pour cette fois-ci vraiment avoir le scope et le panorama complet sur la stratégie de développement des compétences. Clément, toi, c'est différent. Tu as attaqué direct ta vie professionnelle avec ce métier. Exactement. J'ai pas fait une formation dédiée forcément à tout ce qui est métier en ressources humaines, puisque j'ai fait une école de commerce, donc là, on a toutes les portes qui sont un petit peu ouvertes. On peut faire un peu ce qu'on veut. Mais il est vrai que moi, j'ai commencé des stagiaires sur un poste de stagiaire en Learning and Development. Puis j'ai continué dans ce domaine-là. Alors, j'ai fait aussi un petit peu de Benefits and Compensation. J'ai fait du conseil, j'ai fait les deux, c'est-à-dire que j'ai fait à la fois pour une population en interne, le métier que j'exerce actuellement, et puis pendant 2 ans, j'ai travaillé en tant que consultant, en fait pour des entreprises, où je leur proposais des programmes de formation. Mais je suis resté, on va dire, dans le microcosme un peu du learning. C'est une parenthèse, mais pourquoi est-ce que c'est en anglais, le titre de votre métier ? C'est un métier qui s'est développé ailleurs avant Je crois que ça répond à une volonté de dépoussiérer les intitulés très franco-français de l'anciennement du coup responsable formation. Un responsable formation, c'était une personne qu'on envisage comme quelqu'un qui passe des bons de commande pour acheter des formations en externe. Ça existe toujours. Ça existe toujours, mais la réalité du Learning and Development Manager est beaucoup plus large puisqu'en fait, tout l'aspect développement permet de prendre en charge des sujets plus vastes autour d'un accompagnement plus sur le long terme. Donc, il y a bien sûr la stratégie de l'achat dans le rôle du Learning and Development Manager, mais quelque part, la qualité et la compétence principale, c'est la gestion de projet. Donc, en anglais, parce que ça dépoussière et que ça donne du peps. Ça vous va bien à tous, vous êtes d'accord, quoi. Oui, Ouais, oui, bien. ça me plaît. Ok. Ça me plaît, ce titre, finalement. Attention, question, je connais déjà la réponse, mais quand même, je la pose et je veux de l'honnêteté. Vous diriez que votre poste est indispensable pour optimiser les performances des entreprises ? Bien sûr. Oui, Ah oui. bah oui, quelle question. Bien sûr que oui. Pourquoi justifier, enfin ? Sans aucune hésitation. Le rôle est essentiel et est devenu de plus en plus stratégique parce que dans un monde où le marché du travail est de plus en plus flexible, tendu sur certains métiers, on a besoin d'attirer, on a besoin de retenir les talents et on a besoin en fait surtout de les accompagner. Aujourd'hui, on est une génération, on sait très bien qu'on ne fera pas toute notre vie dans une entreprise. C'est fini l'époque où on rejoignait une entreprise à 25 ans et on quittait à la Je sais pas, à la regarde retraite. Clément, et il a été embauché après son stage, peut-être qu'il sera toujours... Mais je suis parti entre-temps. Il est parti Ah. entre-temps. Il a dit qu'il Ouais, avait la été dans un différence. cabinet. Donc, Exactement. quand même eu une pause. Et en fait, cette étape est terminée, c'est une réalité. Et faire aujourd'hui en tant qu'employeur, on a une responsabilité légale, c'est tout le texte de la réforme de la formation professionnelle. On a une responsabilité en fait d'assurer l'employabilité de nos collaborateurs. Assurer l'employé de nos collaborateurs, ça veut dire toujours maintenir un niveau de compétence très avancé, très qualitatif et surtout très compétitif sur le marché. Et ça, sans nous, je vois pas trop comment on pourrait y arriver. Ouais, c'est ça. Ça date de quand, cette réforme dont tu viens de parler ? 2018. Ouais, c'est ça. C'est 2018 ? 2018. Donc vraiment, votre métier, il a pris encore plus en valeur, je suppose, avec cette Ouais. réforme-là, parce que du coup, il s'impose comme obligatoire, en plus d'être nécessaire. C'était déjà obligatoire. C'est plutôt, je pense que les entreprises, elles ont compris vraiment que ces rôles pouvaient avoir vraiment un enjeu stratégique vis-à-vis de la réalisation des objectifs de la société. Moi, la chose dont je me rends compte, c'est que chez Mano Mano, en fait, les rôles de la formation
a vraiment un impact sur les 2 piliers que nous avons. Donc, côté humain, effectivement, comme disait Leila, c'est vraiment l'effet de retenir les salariés, développer à un niveau professionnel et personnel les personnes. Et dans un point de vue des piliers business, c'est vraiment, je vais développer certaines compétences parce que ces compétences-là vont m'aider à atteindre mes objectifs business. Donc, en fait, ça a un impact, je dirais direct, même si c'est très difficile de le démontrer, ça a en tout cas un impact sur les business de l'entreprise. On a aussi un phénomène qui vient des États-Unis qui s'appelle The Great Resignation. Et qui rejoint en fait ce côté où... Cet anglicisme. Encore. Non, en fait, c'est d'un coup, extrêmement ce sont les personnes qui travaillent, les actifs, qui quelque part reprennent le pouvoir sur le marché et qui en C'est fait ça. ont le choix. Et qui décident donc de partir. Et ce qu'il y a, c'est qu'on voit, on est dans des générations aussi où, comme le disait Leila, on va rester peut-être 2-3 ans dans une entreprise et hop, on va changer d'entreprise. Ce qui fait que, en fait, pour les Talent Development Managers, les Learning and Development Managers, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte aussi quand on est en train de former nos employés, parce qu'on sait qu'on va avoir, de manière générale, un turnover qui est quand même assez conséquent. Et donc, il va falloir s'adapter, bien entendu, à cette notion-là. Aussi, sur cette partie, être vraiment capable de s'adapter aux réels besoins de ce qu'ont nos collaborateurs. Plus on va proposer des plans de développement qui sont intéressants pour les employés, qui leur permettent aussi de se projeter peut-être un petit peu plus. Oui, de s'épanouir, d'avoir des perspectives, du changement. Ça va leur permettre aussi peut-être de rester peut-être un petit peu plus longtemps. Et c'est là aussi l'enjeu qu'on a aussi, nous, en tant que Learning and Development Manager, de proposer des plans qui permettent à ces gens d'avoir une vraie vision aussi un peu plus, de se projeter dans l'entreprise. Ce dont vous parlez depuis tout à l'heure, est-ce qu'on ne peut pas quand même aussi admettre que ça concerne beaucoup les métiers de la tech, les nouveaux métiers, pas forcément des métiers un peu plus classiques, plus figés et qui prennent moins de plein fouet la rapidité de l'évolution Sûrement. Après, moi je pense que c'est un des gros enjeux que nous avons aujourd'hui. C'est vraiment l'effet de trouver des formations qui puissent répondre au développement de certaines compétences qui deviennent obsolètes très rapidement. Oui, donc on est plus sur de la tech quand même. Pas forcément. Ah ouais ? Non. J'ai essayé. Tu as essayé, mais pas Non, mais c'est-à-dire que par exemple, moi je prends l'exemple de EY, on est quand même sur des métiers de consultant, d'auditeur. Quand je prends les métiers en ressources humaines, finance, marketing, de tout temps, ça a existé. Oui, mais est-ce que c'est pas sur les logiciels, les approches, les outils qui vont être plus formés que sur le métier en lui-même ? Ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'évolution du métier. Je prends par exemple l'exemple d'un auditeur. Le métier évolue aussi avec le digital, avec l'automatisation. Donc forcément, les compétences qui vont être demandées au fur et à mesure ne seront pas les mêmes. Mais la base de la méthodologie audit va rester la même pratiquement. Après, c'est juste les formats, la manière dont on va accompagner les auditeurs sur cette méthodologie-là, mais elle va très peu évoluer, cette méthodologie. Donc, ce qu'il y a, c'est que ces formations ne vont pas bénéficier d'une approche, on va dire, révolutionnaire en matière de pure méthodologie. Leila ? Je suis assez d'accord avec Carla, ça se ressent plus sur les nouveaux métiers, les métiers de la tech, les métiers du digital. Pour autant, c'est aussi une réalité que sur tous les autres métiers, les formations sont nécessaires. Sinon, ça équivaudrait à dire qu'il existe des personnes qui n'ont pas besoin de progresser. Une méthode peut être la même, mais le niveau de maîtrise d'une personne à une autre va changer. Et donc la capacité justement à répondre à ses besoins individuels, c'est aussi une réalité du Learning and Development Manager. Et puis à ça s'ajoute que le monde évolue trop pour que les métiers ne changent pas, que ce soit des évolutions réglementaires, que ce soit des évolutions logicielles, que ce soit une avancée de carrière parce qu'on va avoir une évolution vers un poste managérial, ça va quand même nécessiter un accompagnement. Je ne crois pas que ce soit limité à ces métiers-là et au contraire, l'erreur ce serait de se dire que c'est limité à ces métiers-là parce que tous les métiers ont une marge de progression et toutes les personnes en fait peuvent développer et approfondir leurs compétences. Est-ce qu'il y a des spécificités en fonction de l'entreprise dans laquelle on exerce ? Est-ce que vous pourriez faire votre métier dans n'importe quel type d'entreprise, dans n'importe quel domaine, ou est-ce qu'on peut se spécialiser pour être plus performant sur des domaines bien spécifiques ? Moi, je pense que ça dépend déjà de la population, donc de l'environnement dans lequel on exerce ces métiers. Je pense que je pourrais faire ces métiers dans des autres entreprises, mais j'aurais besoin en fait de
connaître l'environnement et la population que je sers. Parce qu'aujourd'hui, chez Mano Mano, c'est une population très jeune, avec un contexte d'hypercroissance, avec une organisation hybride, donc des salariés qui ne sont pas forcément au bureau, des personnes en full remote, des personnes en fait avec des différentes méthodes d'apprentissage. Donc aujourd'hui, je connais bien évidemment la population des Mano Mano, mais si un jour je devrais changer d'entreprise, je pourrais appliquer certaines choses que j'ai déjà effectuées chez Mano Mano, mais pas mettre en place la totalité peut-être des choses que j'ai choisies pour mon entreprise aujourd'hui. Leïla ? La richesse en fait de notre métier, c'est de proposer des programmes qui sont adaptés à une réalité opérationnelle et adaptés à une population métier. Dans l'absolu, une fois qu'on a la logique et la méthodologie de gestion de projet formation, je pense qu'on peut le faire dans toutes les entreprises. Après, on a des sensibilités qui sont plus ou moins fortes sur certains métiers et c'est important d'avoir ça en tête pour bien choisir l'entreprise parce que si le métier ne nous intéresse pas du tout, on aura en fait du mal à répondre aux problématiques, tout simplement parce qu'on ne se sentira pas concerné. Oui, puis il faut les comprendre aussi, les problématiques à la base. Il faut les comprendre sans devenir un expert de chaque métier. On doit quand même être assez légitime pour parler avec les différents corps de métier. Est-ce que la base de votre métier aussi, ça repose sur la formation, on l'a compris, la mise en place de programmes, que ce soit en interne ou qu'on va chercher de façon externe? Ça veut dire que quand on fait votre métier, il faut connaître toutes les réglementations, notamment sur les formations, Datadoc, nouvellement Calliope. Est-ce que c'est une compétence, disons, pour bien exercer votre métier, de connaître tout le cadre légal de la formation? Je dirais que oui. Pour moi, c'est une compétence essentielle en fait de connaître la réglementation de la formation professionnelle parce que à ce poste-là, en tant que Learning and Development Manager, on est aussi garant de la conformité des actions de l'entreprise sur ce plan-là. En France particulièrement, le contexte est très particulier avec une loi donc, qui est sortie donc, en 2018 pour engager la responsabilité des entreprises et donc c'est important de connaître et de bien savoir ce qu'il faut faire pour respecter ces règles-là. Sur la question des financements, c'est lié à la réglementation et c'est un moyen comme un autre d'optimiser le budget. Donc pour moi, c'est une compétence essentielle. Pour autant, c'est quelque chose de très volatile puisque la réglementation évolue tout le temps. Donc c'est peut-être plus la capacité à se renseigner sur la réglementation et à la respecter et à toujours être en veille sur ces évolutions. Et je pense que c'est plutôt ça qui est important. C'est vraiment comprendre la réglementation, faire de la veille et être capable de s'adapter tout le temps. Et la veille, vous la faites sur quel support? Comment est-ce que vous vous renseignez sur... Avec des groupes des pairs, par exemple, en échangeant effectivement avec des personnes qui ont les mêmes rôles que nous dans des autres entreprises, sur Internet, avec notre conseiller peut-être à l'OPCO. Voilà, il y a plein de manières pour pouvoir se renseigner là-dessus. C'est un peu différent pour moi vu que je suis à Luxembourg, ça ne marche pas de la même manière. Il y a eu très peu d'évolution en termes de réglementation de la formation. Après, par contre, je suis d'accord sur le fait qu'il faut quand même maîtriser un petit peu le cadre légal pour mieux conseiller à certains moments sur l'optimisation budgétaire ou même des employés sur certaines certifications avec des problématiques bien particulières. Et toi, justement, qui est en dehors de la France, quel regard tu portes sur le droit à la formation en France, dans les entreprises ? Est-ce que tu sais à peu près ce qui se propose, ce qui se fait? Tu fais de la veille aussi sur ce qui se passe ici. Et comment est-ce que tu situes la France par rapport à Luxembourg? Alors, je ne fais pas du tout de veille. Ah bah bravo, super. Voilà, je suis un très mauvais exemple là-dessus. Non, je ne fais pas du tout de veille sur la partie française. Je sais qu'en France, c'est beaucoup plus complexe avec l'évolution des réglementations qui sont en constant changement. Là, il y a eu une grosse réforme au 31 décembre. Globalement, en fait, ce que la réforme implique, c'est la mise en responsabilité des employeurs sur justement le sujet de l'employabilité des collaborateurs. C'est-à-dire que c'est écrit que ça devient la responsabilité de l'employeur de s'assurer que chaque collaborateur soit employable. Donc ça veut dire qu'il ait des compétences qui puissent être utilisées même en dehors, quelque part, de l'entreprise pour laquelle il travaille. L'autre grand changement avec cette réforme, c'est l'évolution donc, de l'enseignement DIF, droit individuel à la formation, qui auparavant était rattaché à l'entreprise et qui maintenant est rattaché à un individu. Alors ça paraît simple comme changement et pourtant c'est très significatif. C'est génial pour l'employé, ça veut dire qu'il peut vraiment faire n'importe quelle formation de son choix sans avoir à rendre de compte à son entreprise. Alors c'est pas aussi simple que ça. Attention. Ouais. Parce que bien sûr, il y a quelques modalités
spécificités dont il faut tenir compte. Mais globalement, le compte personnel formation, donc déjà, il n'est plus comptabilisé en heures, mais il est comptabilisé en argent, donc ça le rend beaucoup plus concret. Ouais. Il faut que les formations suivies soient estampillées grâce notamment à Calliope et soient référencées sur France Compétences, donc il y a une vraie certification à l'issue de la formation. Et la particularité, du coup, c'est que l'employeur participe au versement donc, du CPF chaque année pour son collaborateur. Le collaborateur, en fait, peut très bien donc, soit suivre une formation sur son temps de travail ou hors temps de travail. Si c'est hors temps de travail, effectivement, il peut le faire tout seul, il n'a pas besoin de rendre compte à son employeur. Et si c'est sur le temps de travail, il existe en fait plein de dispositifs d'aménagement qu'on peut mettre en place pour faciliter un peu la vie du collaborateur. Et ça ouvre aussi la porte à la question donc, du coup, de l'abondement, notamment pour des formations coûteuses. C'est-à-dire qu'on engage, quelque part, le collaborateur s'engage en engageant son compte CPF et l'employeur vient compléter sur une formation, notamment certifiante. On le fait par exemple pour des VAE ou pour des diplômes. C'est quelque part une mise en responsabilité de l'entreprise et en même temps une remise en lumière de la responsabilité individuelle pour développer ses compétences. Est-ce qu'on peut faire votre métier en indépendant ? Est-ce que des employeurs peuvent avoir recours à un responsable learning et development pour des missions ? Ça existe effectivement. Il y a des sociétés externes qui sont des professionnels de la formation qui aident justement sur cette partie conseil, construction du process de la politique et également sur toute la partie opérationnelle et administrative de la formation. Donc effectivement, oui, c'est quelque chose qui ça existe. Mais c'est quoi la différence entre ça, si vous le faites en indépendant, et de l'audit ? C'est la connaissance de l'environnement et de la population. C'est justement, comme disait Leïla, c'est hyper important de personnaliser et d'adapter au maximum les contenus à nos populations pour avoir les plus gros hauts impacts. Parce que c'est ça, en fait, dont on parle. Nous, c'est nous qu'on mesure, en fait. C'est vraiment l'impact qu'a tout ça. Et donc, c'est sûr qu'on peut mieux personnaliser et adapter les contenus aux besoins de nos salariés. Clément ? La connaissance, bien sûr, mais aussi le coût, en fait. Si je la joue au budget. Parce que bien sûr, à propos de budget. Le nerf de la guerre, l'argent. Avoir une personne en interne par rapport à un consultant, on va dire formateur, qui va venir faire une prestation et nous conseiller sur un déploiement d'un programme de formation, on va être sur un coût qui va être totalement différent. En plus, bien sûr, de l'aspect connaissance et relationnel qui est extrêmement important et qu'il ne faut pas négliger. Il y a une relation de confiance en fait qui se crée entre quelqu'un qui est en interne, bien entendu, par rapport à l'ensemble de ses collaborateurs. Et on connaît nos collaborateurs. Bien sûr, quand on est 1700, on ne connaît pas tout le monde, mais on a des affinités avec certaines personnes, donc ça me permet de mieux maîtriser certains métiers. Donc il y a vraiment ces 2-3 aspects qui sont extrêmement importants selon moi. Ouais, effectivement, sur cet aspect-là, qui est vraiment la capacité à construire un réseau interne de relais, de personnes qui vont nous aider à capter les besoins, à capter les signaux faibles, à capter des évolutions. Et cette capacité à créer un réseau interne, elle nécessite quand même d'avoir un aspect social dans, c'est ça, dans les fait compétences. Du profilage aussi, un peu. Effectivement. Et en externe, le risque, c'est quand même de se dire que la personne, elle travaille sur une prestation globale et elle va peut-être moins prendre le temps d'aller tisser son réseau interne, de le travailler régulièrement, d'aller prendre un café avec un tel manager ou un autre. Et ça, pourtant, c'est clé aujourd'hui dans le rôle parce qu'on en a besoin, en fait, pour vraiment capter ces signaux et réussir à comprendre les managers. Et puis pour fidéliser aussi, qui est une des grandes missions que vous avez, garder les talents en interne, c'est beaucoup plus facile quand même de le faire en tissant des vraies relations humaines au sein de l'entreprise que d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vient très ponctuellement... Ça nous aide à identifier des learning ambassadors qui peuvent justement nous aider à vraiment faire, on va dire, une œuvre de marketing vis-à-vis de notre travail, du catalogue, des formations qu'on propose, l'effet justement qu'ils peuvent nous aider à animer certaines choses en interne. Ça nous permet justement de voir qui a une sensibilité vis-à-vis de la pédagogie et justement de la formation en général, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans l'entreprise, moi je m'en rends compte. Et donc ça nous permet de les identifier et de les faire participer justement à l'effet de collaborer en fait à la possibilité de créer vraiment une organisation apprenante, on va dire, où en fait les learning c'est promu, supporté et tout ça. On voit que vous parlez tous les trois avec beaucoup de passion de votre métier et surtout justement de cet aspect humain où on découvre qui sont réellement les gens et on s'intéresse sincèrement à eux. J'allais justement venir aux avantages de ce métier et aux qualités qu'il faut absolument avoir pour quelqu'un qui nous écouterait et qui peut-être aura envie de rejoindre cette grande aventure. Quelles qualités sont indispensables pour pouvoir exercer
correctement votre métier, Leïla ? Celle que je mettrais en première, volontairement, ce serait la créativité. C'est un métier qui demande de composer, de designer, de créer, de co-construire et ça nécessite quand même d'avoir beaucoup de créativité. Le deuxième point que je mettrais sans aucune hésitation, c'est l'empathie. Le facteur humain est très important parce que concrètement, le cœur de notre métier, c'est de s'assurer que les gens se sentent bien dans l'entreprise et contribuent à une performance collective tout en quelque part en participant à leur bien-être individuel. Donc si on n'est pas du tout intéressé par les gens, qu'on ne croit pas 2 secondes dans ce qu'on fait, ça risque d'être compliqué pour tout le monde. Et la troisième compétence pour moi qui est clé, c'est une compétence transversale et elle se retrouve dans beaucoup de métiers, mais ici elle a vraiment toute son importance, c'est la gestion de projet. On est un chef d'orchestre, on passe notre temps à construire des budgets, construire des programmes, gérer des coûts, qualité, délai, parler avec tout le monde. Et si on n'a pas pour moi le super trio créativité, facteur social, facteur humain et gestion de projet, je ne sais pas si on peut vraiment s'épanouir dans le métier. C'est vous les couteaux suisses en fait. Un peu. Oui. Ouais, moi j'ajouterais également aussi une très bonne qualité analytique, je dirais, parce que c'est vrai que voilà, il faut apporter de la data. La data, ça nous permet de prendre des choix l'année d'après, de faire des arbitrages budgétaires, de mieux piloter notre stratégie. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une appétence aussi pour les chiffres, pour la data, toute cette fonction analytique, c'est hyper importante. Ce n'est pas un détail négligeable, Ouais. C'est bien de le préciser. Ouais. Et toi, Clément ? J'en ajouterai 2. L'agilité, mais ça rejoint un petit peu sur la gestion de projet parce qu'on est dans un métier qui est en constante évolution. Ce qu'il y a, c'est que les compétences évoluent, donc il faut être adaptable sur les programmes de formation qu'on va pouvoir mettre en place. On est dans des environnements qui sont extrêmement rapides, challengeants, donc on est obligé à un certain moment d'être hyper agile sur ce qu'on est en train de réaliser. Et comme on parle quand même d'un métier de Learning and Development Manager, des compétences managériales Ouais. qui sont quand même absolument clés, selon moi. Moi, je gère par exemple une équipe de 5 personnes. Alors, c'est pas toujours évident de trouver le temps pour accompagner ses collaborateurs, mais c'est extrêmement important qu'on prenne du temps aussi sur ça, si on veut les faire croître, de donner des feedbacks, d'être dans la communication, vraiment. Donc ça, c'est une compétence qui, à mon avis, est clé et nécessaire aussi, et qu'il ne faut pas négliger, et qu'on peut avoir tendance à négliger. Est-ce que parfois vous faites des programmes pour vous-même ? Oui. Oui, c'est vrai. Oui, des plans d'action individuels, C'est ça. surtout effectivement liés à l'équipe, à la manière dont on travaille ensemble. Pour l'instant, moi, j'ai pas eu de recours à une formation externe sur le management. J'ai préféré vraiment travailler de manière très chirurgicale sur des plans d'action avec l'équipe que j'ai, puisque je gère une équipe aujourd'hui de 3 personnes. Et sur les formations externes, la curiosité m'a poussée pour bien comprendre une transformation stratégique sur un nouvel outil, à suivre une formation sur le cloud. Moi, je mets en place en fait un plan de formation en fonction des appétences aussi de mes collaborateurs pour les faire monter en compétences. Donc nous, on a par exemple organisé cette année une formation en Scrum. Donc on est devenu Scrum Master. Et ça rejoint en plus tout ce qui est gestion de projet, agilité. Tout à fait. Et pourquoi ? Parce que vraiment, tel que je définis le plan et l'organisation en fait, des tâches de l'équipe, il y a une partie que je vais appeler tâches de base. Ce qu'on fait, on va dire, en termes de missions récurrentes. Et puis, il y a une partie vraiment projet, sur comment on peut améliorer ce qu'on est en train de proposer à nos employés. Donc, ça va être, par exemple, le projet dont j'ai parlé tout à l'heure, le Career Booster Programme, était un projet qu'on a mis en place. On a des projets sur comment on reconnaît nos facilitateurs, nos traîneurs internes, pour bien sûr être, encore une fois, dans tout ce qui est rétention, reconnaissance. Et tous ces projets-là, on essaye maintenant de travailler vraiment en méthodologie Scrum, pour appliquer ce qu'on a pu voir. On a parlé des avantages, mais des inconvénients, il y en a toujours. Qu'est-ce qui vous plaît moins dans votre quotidien ? Qu'est-ce qui est plus difficile à gérer ? Est-ce qu'il y a des échecs plus douloureux ? Dites-nous. Ouais. Moi, j'ai 2 points peut-être à soulever. Donc, les premiers, je pense que comme je disais tout à l'heure, en fait, les retours d'investissement, c'est un challenge. Moi, personnellement, je suis très challengée sur les retours d'investissement de la formation parce que les salariés, ils y passent du temps. C'est aussi de l'argent. Ouais. Et il faut essayer donc de démontrer justement... De traduire ce qui est hyper dur. Exactement. Ouais. Donc, vraiment trouver ces liens directs entre cet investissement et l'attente d'objectifs, des promotions,
plus des business, etc. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la chimère de notre métier. C'est vrai que c'est très difficilement quantifiable. C'est très, très difficile. Et vous devez rendre compte, parce que finalement, la formation coûte cher. Totalement. Et que du coup, On il est n'est en pas poste de question, dépense. pas question de dépenser sans avoir un retour sur investissement. Donc je dirais que ça, c'est les premiers. Les premiers. Et les deuxièmes, je dirais que c'est... Alors, je dirais la responsabilisation des salariés dans un point de vue des participations, absentéisme. Je pourrais la définir comme ça. Parfois, en fait, la formation, elle est vue comme un nice to have plutôt que vraiment quelque chose de stratégique qu'on fait pour développer nos propres compétences. Donc, un salarié entre un meeting et une formation va choisir les meetings. Alors qu'en réalité, la formation, c'est hyper important et hyper stratégique pour leur métier. Parce que le meeting, ça dure moins longtemps? Non, parce que son manager lui a dit qu'il fallait qu'il soit là. C'est les business. Le business first. Ouais. Business souvent. first. Et donc, je dirais que c'est ça, en fait. Ouais, je suis absolument C'est d'accord. un peu pénible. Ouais, disons que c'est frustrant. Surtout quand on investit du temps, quand on met en place des nouveaux projets de formation et qu'on a une participation qui est faible par rapport à ce qu'on pourrait espérer, et que les gens n'en prennent pas conscience, surtout que c'est pour leur développement personnel aussi à certains moments. Donc, c'est-à-dire qu'ils soient dans cette entreprise-là actuellement ou dans une autre, ça leur sert. Et c'est vrai que malheureusement, il y a les impératifs business, clients qui sont là et ça peut être un peu frustrant dans le métier. Et moi, je rajouterai un autre point aussi, les horaires de travail. Il ne faut pas non plus se leurrer, il y a des gros horaires de travail. Donc, c'est-à-dire que si on n'a pas forcément envie de passer, si on a envie de faire du 9h-17h, C'est pas le bon métier. c'est pas le bon métier. Ah ouais. Non. C'est-à-dire que, parce que ce qu'il y a, c'est que c'est un métier aussi qu'on fait, je pense que tous les trois, ça se ressent, avec passion. Oui. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on a envie vraiment d'apporter quelque chose à l'entreprise dans laquelle on travaille, et surtout aux personnes à qui on donne des formations et on organise ces formations-là. Donc, si on veut vraiment développer de nouveaux projets, de nouvelles initiatives, accompagner de la meilleure manière possible nos collaborateurs, on a quand même des horaires qui sont assez lourds. Donc ça, il faut le savoir. Mais c'est challengeant aussi. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est tout l'intérêt du travail. Mais parce que vous courez après des employés aussi qui ont leur fiche de poste qui n'a pas rapport avec vous directement. Et du coup, vous devez composer avec leurs contraintes. Il y a un peu de ça et il y a un peu une réalité de notre métier qui est une réalité en fait de sursollicitation. Le côté learning en fait n'a de sens que si il va de pair avec des projets business, des projets stratégiques, des sujets de développement des compétences. Mais du coup, pour faire ça, pour entendre ça, ça veut dire qu'il faut être disponible pour les collaborateurs, pour ce réseau d'ambassadeurs qu'on va se créer en interne. Et donc, c'est du temps passé en réunion, à écouter, à parler, à comprendre, à analyser, pour essayer de bien cadrer la situation et le programme qu'on va devoir développer. Et en fait, une fois qu'on a terminé, qu'on a passé la journée complète en réunion, il est 18h et à 18h, on peut commencer à produire. Produire un appel d'offres, produire un module en e-learning, produire quelque chose de différent. Donc la sursollicitation fait que les journées sont longues. Et puis c'est vrai que le métier est tellement diversifié, c'est-à-dire que on gère le budget, on élabore des plans de formation, on organise aussi logistiquement les formations, on peut aussi donc créer du contenu, on manage, c'est ça, on manage les équipes, la satisfaction. Donc il y a tellement de tâches, on va dire, de missions récurrentes qui fait qu'à un certain moment, et comme on est souvent en réunion, à un certain moment forcément, on a des horaires qui sont à un certain moment contraignants. Vous êtes quand même organisé. Hein. Vous Oui. n'avez pas relevé ce point-là, mais je peux vous assurer que d'un point de vue très extérieur, il faut quand même être un petit peu carré. Ça, c'est vrai. Une question qui me vient, notamment pour la création des programmes en interne, ce que vous faites, même d'aller chercher les compétences pour arriver à des objectifs. Est-ce qu'on peut le comparer au métier d'ingénieur pédagogique ? Est-ce qu'il faut les qualités d'un ingénieur pédagogique pour un peu créer les supports, les retours, mesurer l'impact aussi, c'est ce dont on vient de parler? Je pense qu'il faut avoir une connaissance des règles. Donc, on sait comment on peut formuler des objectifs pédagogiques. On sait que dans l'animation, il y a une chose qui marche mieux qu'une autre. En fait, on est capable de suivre en formation et de se dire si les gens vont décrocher ou pas. Après, bien évidemment, quand on est ingénieur pédagogique, on est aussi spécialiste dans certains sujets, etc. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre certaines choses qui concernent l'ingénierie pédagogique.
On est un super chef de projet, on doit comprendre et maîtriser les bases de l'ingénierie pédagogique, mais quelque part, ce qui est plus important encore, c'est qu'on doit faire des experts métiers des ingénieurs pédagogiques. En fait, on doit accompagner des experts en interne pour que eux composent un contenu et soient en capacité de le délivrer. Donc quelque part, on doit comprendre ses compétences pour être sûr de bien les transmettre à celui qui va jouer le rôle de l'ingénieur pédagogique sans même le savoir, le formateur interne. Et moi, je vais encore plus loin. On peut même jouer ce rôle d'ingénieur pédagogique parce que je pense que... Parfois, vous faites vous-même les Exactement. les ateliers, C'est-à-dire, les on formations. anime des ateliers, des formations de temps en temps pour nos employés. Et donc, forcément, on est obligé de maîtriser les bases de l'ingénierie pédagogique pour pouvoir délivrer ces formations-là. Et j'en profite pour vous inviter à découvrir le métier d'ingénieur pédagogique à travers l'épisode du Joboscope qui lui est consacré, qui est en ligne déjà sur toutes les plateformes et qui est donc aussi une formation qui est proposée par Open Classrooms. Parlons de débouchés maintenant, marché. Est-ce que c'est un métier qui est très demandé dans toutes les entreprises, à Paris, en Provence et même ailleurs, Clément? Et surtout, combien est-ce qu'on gagne? Combien est-ce qu'on peut espérer au démarrage? Quelles sont les évolutions? À vous. Alors, donc, moi, je dirais que dans les sociétés comme Mano Mano, donc une scale-up parisienne, etc., c'est un métier qui aujourd'hui est très demandé. Parce qu'on a des scale-up qui sont dans les mêmes niveaux que Mano Mano, à niveau des nombres des salariés, d'hypercroissance, etc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les licornes françaises cherchent en fait à construire leur politique et leur process de formation. Donc, c'est un métier qui est assez demandé dans des entreprises qui nous rassemblent. Après, dans un point de vue d'évolution, ça dépend toujours de la taille de l'entreprise, de comment en fait ces métiers vont évoluer, dans le sens où, bien évidemment, aujourd'hui, chez Mano Mano, ça serait possible en fait d'évoluer dans un rôle assez transversal, donc peut-être spécifier les rôles des learning managers à une communauté, par exemple, comme ça peut être le leadership et le management. Ou après, dans les futurs, bien évidemment, recouvrir des postes un peu plus expérimentés, comme devenir Head of Learning and Development, par exemple. Donc, en fait, quand on travaille dans un scale-up où il y a peu des choses qui ont été faites, les possibilités d'évolution elles sont beaucoup plus larges. Après, à niveau salarial, moi, j'ai dit que c'est un poste, étant donné que ça démarre avec beaucoup de mises en place, beaucoup de déploiements également, du plan de formation, donc dans l'opérationnel. C'est un métier en fait qui peut toucher entre les 45 et les 500 000 euros par an. Ça met tout le monde d'accord comme chiffre sur un début de carrière? Sur un début de carrière, ça va sans doute dépendre de la taille de l'entreprise. T'aurais dit combien toi, Leïla? Moins, parce que sur un début de carrière, on va plutôt aller chercher des profils juniors sur de la mise en place très opérationnelle avant de les faire évoluer en interne sur la stratégie learning. Donc, sur un début de carrière, j'aurais plutôt dit qu'on serait entre 38 et 42 avant d'évoluer. Clément? Ouais, je suis d'accord en début de carrière. Après, si on prend vraiment le poste de Learning and Development Manager, là, ça dépend tout à fait de la taille de l'entreprise et de l'expérience aussi qu'on a. C'est-à-dire que quelqu'un qui est recruté avec 15 ans d'expérience sur un poste de manager versus quelqu'un qui est recruté avec 6 ans d'expérience, on ne va pas avoir le même type de salaire. Et au bout de 6 ans, on a une évolution déjà? On peut espérer gagner combien? C'est quoi les grandes étapes d'évolution de salaire? 38-42 sur un début de carrière, ouais. 42-55 quand on est un profil confirmé / senior, donc on oscille entre 5 et 8 ans d'expérience. Ce qu'on peut aller chercher par contre au-delà, ça va fortement dépendre de la taille de l'entreprise. Ça peut être des salaires à 60 dans des grandes organisations, comme dans des plus petites entreprises où, comme il y a beaucoup de construction et autres, les salaires vont plafonner autour de 55. Ok. C'est très fluctuant en fait. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir vos salaires à vous? Parce que vous me faites des grandes théories, mais combien vous gagnez après combien d'années d'expérience? Je n'ai pas le droit de communiquer là-dessus. Ah non. Moi non plus. Ah non, vous n'allez pas me mettre des jokers, hein? Ah non, Ça, moi c'est j'ai le une joker, fourchette que je peux vous dire. Merci Carla de jouer le jeu. Je m'élance dans cette fourchette. Non, en fait, c'est une fourchette entre 45 et 52. Et à bout de 4 ans ça fait 4 ans toi que tu fais ce métier-là? 3 ans et demi, ouais. Oui, 4 ans. Ok. Clément? Donc moi je dirais entre 50 et 70. Au bout de? Au bout de 5-6 ans. Ok. Et Leïla?
Je vais aussi partir sur une fourchette. Donc aujourd'hui, moi, j'ai 6 ans d'expérience vraiment en tant que spécialiste du coup de la mise en place de stratégies formation. Et aujourd'hui, en fonction de la taille de l'entreprise, ça peut osciller entre 55 et 70 effectivement. Est-ce que vous avez en tête un projet d'évolution professionnelle ou pour l'instant, votre quotidien est tellement varié, changeant, que vous vous ennuyez pas du tout et que vous avez envie de persévérer là-dedans? Ou est-ce que vous avez des perspectives à court ou long terme différents? Moi, franchement, chez Mano Mano, étant donné qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur ces fronts de la formation, étant donné qu'on l'a mis en place à fin année 2019, j'ai encore plein de projets passionnants que je peux faire. Donc, je ne vois pas forcément, en fait, soit d'échanger d'entreprise, soit d'échanger des postes, parce que c'est maintenant qu'on commence à voir de la data, rentrer vraiment dans les stratégiques de ces rôles, parce qu'on a des années de recul, on a pu vraiment regarder qu'est-ce qu'on a fait dans les passés et qu'est-ce qu'on peut faire dans les futurs, comment on peut s'améliorer. Voilà, c'est les moments justement de jouer et d'y foncer, quoi. Et puis d'avoir un petit peu le retour sur tout ce que tu as mis en place. Tout à fait. Tout cet aspect où on vous demande de rendre des comptes tout le temps. Ça y est, enfin, vous avez un retour. Leïla ? Ce qui était intéressant pour moi, c'était d'arriver dans une entreprise où il y avait énormément de build à faire en termes de stratégie formation, de mise en place de programmes structurants autour de la formation interne, autour de l'accompagnement des managers et de sujets un peu clés autour de l'accompagnement carrière. Ça reste quand même, pour l'instant, un corps d'activité très spécialisé sur la mise en place de programmes. Et pour moi, l'évolution à court ou moyen terme, ça va être la capacité d'aller chercher un périmètre plus large dans ce fameux développement, à aller toucher au sujet autour de la culture, autour de l'engagement des collaborateurs, à ouvrir un peu le périmètre pour le compléter, pas seulement avec du learning, mais vraiment avec d'autres thématiques, et de préférence dans des entreprises un peu plus petites, parce que quand on arrive dans des entreprises qui ont déjà une certaine taille, tout est déjà très structuré, et c'est parfois un peu compliqué d'aller élargir un peu le champ des possibles et le champ des périmètres sans heurter certaines sensibilités. Donc l'évolution à court et moyen terme, c'est vraiment une ouverture en fait d'autres sujets autour du développement des talents, tout en ayant la formation en cœur et comme passion principale, mais en ayant vraiment ce côté communication, engagement, culture interne en plus. Clément ? C'est vrai que le métier est tellement passionnant et divers et varié. C'est très difficile en fait de s'ennuyer. Et ce qu'il y a, c'est que moi, je suis revenu à EY donc il y a 1 an et demi. Je suis en train de mettre en place des nouveaux programmes. J'ai envie de voir leur aboutissement. Oui, c'est ça. J'ai envie de voir à quel point ça va servir aux employés. J'ai également eu un nouveau rôle très récemment de Wellbeing Officer, ce qui fait que j'ai aucun intérêt à partir maintenant et je vais voir dans le futur en fait, le développement de ces initiatives. Oui, Leïla ? Juste pour compléter, je pense qu'il y a un côté très cyclique en fait dans le rôle de Learning et Development Manager, parce que quand on le fait par passion, on le fait pour créer des choses. On le fait pour mettre en place des programmes, des systèmes, accompagner. Et forcément, on a envie de voir le côté retour sur investissement. Ouais, et c'est jamais immédiat en fait. Et c'est jamais immédiat, ça prend du temps. Et on a du coup besoin de respecter ce temps cyclique on met quelque chose en place, on le laisse tourner, on voit ce que ça a donné. Et puis on challenge, on le réadapte. On fait de l'amélioration continue. Donc le métier. Vous n'allez jamais partir partir de vos entreprises en fait. Vous allez vouloir tester tous les cycles pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé qui vous sembleraient importantes ? Moi, la chose dont je me rends compte, c'est qu'effectivement, on travaille quand même dans 3 entreprises qui sont assez différentes l'une de l'autre. Mais qu'après, notre quotidien, ça se rassemble, on a les mêmes enjeux, on a la même passion. Donc ça, c'est chouette de voir ça en fait, autour de nous. C'est un métier qui rend heureux. On a de l'impact sur les personnes, on a de l'impact sur une performance d'entreprise. On crée, on fait plein de choses, ça rend très heureux. Et du coup, vous m'inspirez une dernière question. Il n'est pas question d'exercer en indépendant. Non. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas la même saveur. Ça peut se faire, mais du coup, saveur. tout le côté challenge social, humain, accompagnement n'est pas le même. Non, c'est pas Et la puis même chose. le réseau interne, on y perdrait trop.
C'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier de responsable learning et development. Merci à Leïla Hiresh, Clément Papin et Carla Murano d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Et si ce podcast vous a donné envie de devenir responsable learning et development, sachez que cette formation diplômante à équivalent Bac+3/4 de niveau reconnu par l'État est disponible sur openclassrooms.com. Elle se fait en ligne en environ 1 an ou alors en 2 ans si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous êtes embauché ou remboursé. Si 6 mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse le montant de votre formation. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.